Donc deux démarches très différentes à vous présenter. Chirins, c'est une commune, nombre d'habitants 2350. Voilà, 2350. Et un avec le maire. Donc qui a eu l'idée de lancer un appel d'offres assez original qui nous a sauté aux yeux puisqu'il était indiqué le réaménagement d'un centre-bourg accompagné d'une démarche de médiation culturelle. C'est pas tous les jours qu'on voit des appels d'offres de ce type-là, donc évidemment on a sauté dessus, on a constitué une équipe. Voilà, on vous expliquerai tout à l'heure. Et donc avec Olga Braoudakis, qui était mandataire de cette étude à titre d'urbaniste, on s'est associé pour monter toute une équipe et avec Verdance également, le programme urbain. Et puis on a monté toute une équipe de médiation culturelle associée à l'équipe urbaine pour vraiment répondre conjointement à cet appel d'offres. Donc Chirins, 2000 habitants, un contexte, un terrain de foot qui se déplace et qui laisse une surface de à peu près 2 hectares. À peu près 2 hectares en plein cœur de village. Un village qui est dans la périphérie, la grande périphérie, on va dire la deuxième couronne de Grenoble, à côté de Voiron. Donc qui est à la fois un village avec un vrai centre-bourg, mais aussi une commune qui devient de plus en plus, qui pourrait devenir de plus en plus dortoir, bien qu'elle ne le soit pas finalement. En tout cas avec un afflux de population assez important qui désire vivre à Chirins, dans un cadre plutôt campagnard, et travailler en ville. Le terrain qui est sur la droite, on voit une ancienne poste qui fait partie aussi du terrain de projet. On a sur bâtiment à toit, là, on ne voit pas très bien là au milieu, qui est la bibliothèque, qui est devenue maintenant une médiathèque intercommunale. On voit derrière la poste des enfants là, qui jouent, puisque c'est un endroit où les assistantes maternelles venaient régulièrement avec les enfants. Et puis on a sur la gauche des logements sociaux. Derrière le cimetière, non, un terrain de boule, pardon, terrain de boule, et pas de pétanque, hein, on l'a dit pendant 3 ans, surtout ne pas mélanger les torchons et les serviettes. Et donc au loin le cimetière, et puis on voit une vue vraiment dégagée voilà, sur le lointain. Et puis ce qu'on ne voit pas sur la photo, c'est tout l'ensemble municipal, hein, donc salle polyvalente, mairie, service de la mairie, qui est en fait là un peu plus sur la droite. J'ai pas la photo, mais c'est pas grave, c'est pas très important. Savoir que la mairie, le complexe de la mairie, fait vraiment partie aussi du terrain de projet. Donc on est vraiment dans un centre-bourg très important, dans un village qui n'a pas de place publique, qui n'a pas de centre-bourg, et qui est surtout coupé de façon assez dure, assez violente par une nationale, dont il est question du contournement depuis... Non, mais ça va se faire. Voilà, donc on est dans ce contexte-là, donc au niveau social, au niveau urbain. Est-ce que vous voulez rajouter des choses qui seraient primordiales que j'aurais pu oublier ou pour quelques commerces aussi. Quelques commerces, tout à fait, des écoles. Et une vie associative quand même très dense. Ça c'est quand même assez important de le souligner. Donc pour ce faire, on a constitué une méthodologie qui a consisté à vraiment travailler main dans la main entre l'équipe urbaine et l'équipe de médiation culturelle. L'étude s'est faite en 3 étapes, hein, qui sont un peu les 3 étapes classiques de toute étude, hein, finalement. Une partie diagnostic, une partie donc, diagnostic repérage des enjeux du territoire, rencontre des acteurs. Une deuxième partie qui est la partie scénario. Donc, on commence à imaginer, à dessiner, à imaginer des projets possibles. Et une troisième étape, plutôt programmation, où là on rentre vraiment dans le vif du sujet, on synthétise les idées pour aboutir à un seul scénario, à un budget et à un jeu d'acteurs qui permettra de mettre en place le projet. Voilà très globalement. Dans cette première étape, sur ce diagnostic, l'équipe urbaine nous a quand même beaucoup laissé la main, et ça aussi je tiens à souligner que dans nos processus de projet, le dialogue entre les équipes d'aménageurs et les équipes plus, on va dire, de médiation et des équipes culturelles est vraiment fondamentale. Et c'est vraiment la qualité de cette relation qui fonctionne ou pas aussi dans la réussite des projets participatifs comme on les présente, il me semble, aujourd'hui. Là, on a vraiment pu travailler main dans la main à co-construire les outils de la participation avec l'équipe urbaine. Et donc là, il s'est agi, sur cette partie diagnostic, de vraiment relever un diagnostic très, très sensible, en fait, de la commune. Donc là où habituellement, mais c'est pas... Enfin, habituellement, je tire encore une fois des grands traits,
On va aller passer très peu de temps dans la commune, regarder les statistiques INSEE, étudier les documents communaux, faire un travail éventuellement de rencontre des usagers, des commerçants, des élus, des services. Là, on a poussé le bouchon un petit peu plus loin avec l'équipe urbaine et on a commencé par faire un travail de cartographie participative. Alors ce que je n'ai pas dit, c'est qu'au préalable de tout ça, il y a quand même eu la constitution d'un groupe d'habitants qui avait déjà été commencé par la commune avant même notre arrivée, puisque la commune, à peu près un an auparavant, avait lancé un questionnaire en disant aux habitants, en lançant aux habitants un appel sur la thématique de est-ce que vous avez envie de participer au réaménagement du centre-bourg, est-ce que ça vous concerne, de façon très large, sans idée préconçue, puisque l'équipe n'était pas encore retenue. On a donc formalisé un atelier participatif composé au départ d'à peu près 40 habitants, et qui s'est avéré finalement, je dirais, entre 20 et 25 fidèles participants, ce qui est pas mal en fait, hein. C'est la fameuse règle des 10% hein, qu'on retrouve souvent. Et avec au départ même des fortes oppositions dans cet atelier participatif, hein. C'était pas tout bisounours, parce que dans cet atelier, il y avait à la fois des opposants à la municipalité qui venaient un peu régler leur compte, et puis qui étaient très arc-boutés sur les questions de déviation, etc., enfin, voilà, qui ne souhaitaient pas forcément élargir les débats, et on avait aussi des personnes qui venaient plutôt pour vraiment participer au projet de la commune. Donc on a commencé par faire une cartographie participative avec les habitants volontaires, cartographie donc, que l'équipe urbaine a coordonnée sur vraiment le fait de dessiner ensemble les besoins, les lieux d'enjeu, les problématiques de la commune. Et puis, pour continuer de travailler dans cet esprit vraiment du diagnostic partagé, on a pu également aller visiter une commune, le hameau de la Rivière, à côté de Grenoble, pour s'inspirer d'autres cœurs de bourg qui fonctionnaient, qui avaient été réhabilités, travaillés, aménagés de façon vraiment intéressante. À signaler aussi, parce que je vais tirer à chaque fois des éléments de méthode, que pour nous, participation, ça ne veut pas forcément dire uniquement participation citoyenne. Participation, pour qu'elle soit réussie, à notre sens, en tout cas dans de l'air, c'est justement le fait d'activer aussi la participation élue-habitant. Et c'est de créer ce terrain de rencontre, cette plateforme de rencontre qui souvent est bien trop peu investie. Et ça c'est important parce que souvent quand on entend concertation, participation, on voit souvent des collectivités qui disent « allez chercher la parole des habitants et puis vous viendrez nous la ramener ». Enfin, je caricature, mais ça part d'une bonne intention. Sauf que nous, on dit, mais non, parce qu'on peut pas... on risque d'être vraiment sur ce mode de la défiance, en fait, où finalement, on vient chercher un témoignage des idées qu'on va ensuite remettre sur le bureau des élus. C'est pas possible, parce que d'abord, les élus vont se retrouver complètement confrontés à quelque chose qui leur est imposé, dont ils ne sauront pas quoi faire, et puis il n'y a pas de co-construction possible. Donc pour nous, la concertation, la participation, la modalité, c'est aussi de trouver ce terrain de rencontre avec les habitants, mais aussi ce terrain de rencontre élus-habitants. Ce qui fait que dans les ateliers participatifs, nous, on demande toujours aux élus de venir. D'ailleurs, vous vous rappelez, monsieur Gilbert, qu'au tout début, vous nous aviez dit je ne veux surtout pas intervenir dans l'atelier participatif, donc ça partait d'une très bonne intention. Je vous laisse faire vos débats parce que si je suis là, ça va confronter un peu durement. Et on vous avait dit, mais non, il faut absolument que le maire puisse venir régulièrement dans l'atelier ainsi que ses élus. Voilà, donc c'est un élément de méthode qui nous a paru important. On a pu travailler aussi en parallèle avec les enfants de l'école, un très gros travail qu'Adélaïde a fait avec eux et qui n'était vraiment pas de l'ordre de l'animation, qui a vraiment impacté les contenus, les idées qui ont eu lieu sur le centre-bourg, avec tout un tas d'idées ludiques et autres de la place publique, d'usage des enfants, et avec tout un travail de sensibilisation aussi à ce que c'est que l'urbanisme et l'architecture dans les écoles, avec je ne sais plus combien de classes ont été associées, 5 je crois, c'est ça 6 classes. Parce que pour éduquer les futurs citoyens, entre guillemets, aussi à la participation et à ce que c'est que l'aménagement du territoire, ça commence tout petit. Donc c'est vrai que de pouvoir aussi travailler dans le milieu éducatif, c'est dans les écoles, avec des instituts qui sont aussi partie prenante, c'est extrêmement important pour faire aussi de ces futurs citoyens des personnes qui sauront de quoi on parle quand on parle d'urbanisme, d'architecture, de vie collective, de vie sociale, de commune, etc. Et donc ce terrain de partage, il se fait beaucoup, enfin, en tout cas à cet endroit-là, la question notamment de la place de l'artiste et la question de la création collective, notamment, tient une place fondamentale. C'est là où on peut mener tout un tas d'ateliers photographiques, d'art plastique, travail de dessin d'architecture, travail de dessin d'urbanisme, enfin tout un tas de choses qu'on active, mais aussi des moments de convivialité qui sont très importants, très forts aussi dans ces phases-là.
et sur toutes les phases. Et notamment, là, on a un outil modulaire qu'on active assez régulièrement, mais à chaque fois qu'on redétourne un peu, qu'on aménage, c'est la fresque photographique participative. C'est-à-dire qu'on distribue des appareils photojetables et on leur demande de prendre en photo leur commune, des endroits de leur commune, de leur terrain de vie quotidien, et de nous transmettre ensuite ces photos. Donc on récupère les appareils photos, on imprime les photos, on fait des tirages plans, on est sur une économie du coût de projet au passage pas très coûteuse. On a grandi des grands tirages plans de photographie et on reconstitue in vivo avec un groupe d'habitants et d'élus et d'associations, etc. Tous ceux qui le souhaitent, ça c'est ce qu'on a fait. Et on reconstitue une fresque, une représentation commune du territoire dans lequel on est. Et ça a le mérite, ça a le prétexte, alors d'abord de la réalisation bien sûr qui se fait en commun, mais c'est aussi au travers de cette réalisation se poser la question de pourquoi je place tel élément à tel endroit. Ah oui tiens, ça me rappelle que telle auberge a été tenue par le PP machin il y a tant d'années. Ah oui, je me souviens que ma voisine avait ceci, cela. Tiens, autrefois ce bâtiment il n'existait pas, ou au contraire il y avait... Enfin bref. Vous l'aurez compris, c'est vraiment à travers ce type d'outil qu'on recrée une histoire, qu'on la partage. Souvent, les anciens et les nouveaux se retrouvent aussi sur une plateforme commune pour se raconter des histoires. On recrée le récit de la commune. Et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et puis, pour dire aussi que dans nos méthodologies, on définit tout le temps un QG. Là, c'était l'ancienne poste. Quand on est arrivé, on a demandé à l'équipe municipale si on pouvait avoir un lieu fixe qui serait vraiment ce qu'on voit un petit peu là sur le côté, c'est Chirins Atelier Public. Dans cette ancienne poste qui était à l'abandon, on l'a un peu réménagé, on l'a nettoyé avec les habitants, on l'a aménagé, on a mis des tables, enfin voilà, on a remis le chauffage en route grâce à la municipalité. Et puis on a fait de ce lieu vraiment le lieu où on peut nous rencontrer pendant tout le temps de l'étude, où on peut rencontrer tous les acteurs locaux. Ça c'est très important. Et deuxième chose aussi, deuxième élément de méthode si je peux dire, en tout cas de processus de travail, faire des temps de production urbaine, des temps aussi festifs. Parce que la culture, pour nous, l'urbanisme, pardon, est vraiment une affaire de culture partagée. Faire de l'urbanisme un acte culturel, pour nous, ça veut dire ça aussi. Ça veut dire qu'il faut créer aussi ce moment de rencontre, en fait, qui est bien plus qu'un moment de convivialité festif, animatoire, mais qui est vraiment ce moment où on va partager du sens et du projet pour l'avenir de chacun. Et donc voilà, donc cette fresque a pu se réaliser dans le cadre de tout un week-end festif avec le concert, on voit là des installations avec des transats, et puis un travail sonore. Ces capsules sonores, elles sont passionnantes, c'est 3 fois 10 minutes de Chirénois qui parlent de leur commune. Alors du plus ancien Chirénois qui raconte le Chirins d'avant, aux plus jeunes Chirénois qui racontent pourquoi ils sont arrivés ici, quelles sont leurs difficultés, quelles sont leurs envies, qu'est-ce qui se passe bien, qu'est-ce qui se passe mal. Enfin, voilà, c'est absolument passionnant, c'est une vraie vision anthropologique d'une commune. Voilà, ça c'est vraiment la première étape où on a pu ensuite partager ce temps de diagnostic. Vous avez vu beaucoup de matière, hein, et puis des visites guidées qu'on a pu faire aussi avec les élus dans la commune, hein, je me souviens aussi de ça. À partir de là, l'équipe urbaine a pu récolter toute cette matière et la présenter dans le cadre d'une réunion publique pour acter ce partage du diagnostic de la commune. Et on a pu passer à une deuxième étape de scénario. On a pu travailler après à partir de 3 maquettes, 3 scénarios d'aménagement de cet espace libre en plein cœur de village. Comment construire un cœur de village demain pour Chirins? Et donc 3 scénarios avec du logement, de l'habitat donc, du logement dont la typologie est complètement inventée, du commerce, la bibliothèque, les services municipaux, de l'espace public. C'était les 5 données primordiales pour les 5 ingrédients de la bonne mayonnaise pour construire le centre-bourg de Chirins. Et donc sur une deuxième étape, on a imaginé un grand week-end, où on a invité tous les Chirénois, élus, habitants, associations locales qu'on avait beaucoup investi aussi, à venir en quelque sorte tester, vivre ces 3 scénarios in vivo, in situ, dans le centre-bourg. C'est-à-dire que la difficulté de la projection, qui est très facile pour un élu, encore que pas forcément, parce qu'il tout le monde n'est pas rompu à cet exercice, pour des techniciens, pour des aménageurs, cette capacité de projection très conceptuelle sur un plan n'est pas évidente pour tout le monde et n'est pas populaire. Donc comment on arrive à traduire un projet, des scénarios de projet, auprès de la population. Caroline avait mis en page ce plan synthèse qui synthétisait 3 scénarios possibles,
Olga et Cécile ont formé une équipe d'habitants donc de l'atelier participatif pour eux-mêmes qui puissent engager la population à faire une visite guidée du futur cœur de village. Et donc ce groupe d'habitants est ensuite parti de façon complètement autonome. Donc ça c'était vraiment important parce que c'est un peu de l'empowerment quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'en fait ils sont vraiment retrouvés ambassadeurs de leur propre projet en fait. Et en même temps qu'ils se questionnaient eux-mêmes, ils questionnaient aussi la population dans ce tour de visite du cœur de village. On avait aussi avec des habitants bénévoles et des menuisiers et quelques constructeurs de chez nous, on avait imaginé des mobiliers on avait construit avec eux, avec de la récupération de palettes, etc. Je me rappelle le charpentier menuisier à la retraite de chez Chérénois, qui nous avait aidé à construire du mobilier qui permettait de tester la place publique. Parce que s'asseoir sur la place, c'est quand même tout à fait différent que d'imaginer sur un plan. Donc de placer des éléments très simples, très humbles, d'éléments d'aménagement, ça permet tout de suite de prendre conscience d'un espace, de s'installer. Donc ça c'est la fabrication dans les locaux des services techniques qui ont été très fortement associés. Services techniques, acteurs très importants dans tous ces projets participatifs qu'il faut absolument mettre au cœur des dispositifs, parce qu'ils connaissent beaucoup de choses et ils ont beaucoup de ressources. Et puis, comme il faisait pas beau, tout ce qu'on avait prévu à l'extérieur, on l'a fait dans la salle polyvalente. Et en fait, toujours on cherche à comment investir le plus possible la population. Donc pour ça, on va aller chercher les associations. Donc on va aller chercher l'association qui fait, je ne sais plus quelle, Zumba, l'association qui fait du hip-hop, une dame qui fait du théâtre, etc., etc. Et puis on va leur demander de monter avec nous toute une programmation pendant un week-end, mais ils vont pouvoir venir montrer, c'est une sorte de fête associative, on pourrait dire. Et puis, bien sûr, le cœur du sujet, donc l'équipe urbaine avait tout un espace et qui était en fait à l'entrée de la salle polyvalente, et quand les gens arrivaient dans la salle polyvalente, Olga et Cécile les attrapaient pour évoquer avec eux les scénarios d'aménagement qui venaient de voir au préalable en visite guidée par d'autres habitants. Enfin, voilà, c'était tout un circuit en fait assez complet. On a construit une grande tablée qui fait combien de mètres? Vous voyez les grandes, les très grandes. Ouais. On l'a construit pour l'occasion, elle y est toujours, et c'est un élément très symbolique qui raconte ce que c'est que la place publique et ce que devrait être le futur cœur de village de Chirins en fait. C'est cette grande tablée, c'est-à-dire vraiment ce lieu où on se réunit, ce lieu où on vit ensemble. Et on l'a activé bien sûr tout le week-end, tous les midis et tous les soirs. Pour terminer, validation du scénario, je ne rentre pas trop dans le détail des contenus urbains, c'est pas le sujet de la journée, on est bien sur les méthodologies plus participatives et culturelles de l'urbanisme. On a édité un livre, un grand livret qui raconte toute cette histoire en images et qui raconte aussi des éléments de contenu des scénarios urbains, bien sûr, et qui est vraiment le journal de bord de toute la démarche, qui est un document vraiment important, qui est un document de médiation qui reste en permanence dans la commune depuis, je pense qu'il y est toujours. C'est le grand cahier de Chirins et qui est fiché dans une table. Et cette table, elle se déplace au gré des besoins et les gens peuvent venir feuilleter et écrire des impressions à l'accueil de la mairie notamment. Je ne sais pas s'il y est toujours. Et là, je ne sais pas si... Olga, je peux la montrer cette image? Voilà. C'est pour montrer aussi qu'il y a quand même une dimension d'humour et de la légèreté aussi dans tous ces projets où la notion de plaisir et d'être ensemble, de travailler ensemble, équipe, mais aussi avec les élus, surtout quand on a des élus comme les élus de Chirins ou les élus du Teil d'ailleurs, mais avec Gilbert qui a un grand humour et qui a remis 2 diplômes à l'issue au moment du rendu final tout de même, en plénière, en comité de pilotage avec le conseil municipal, le pays, la DDT, etc. Nous a remis à Olga un diplôme d'urbaniste cardiaque, puisque le cœur de village cardiaque. C'était pas rien, petit cœur fabriqué par les dentelières de la commune, même. C'était quand même très très émouvant, faut le dire. Et puis Gilles a eu droit à un diplôme de la cravate rayée, puisque Gilbert avait une cravate rayée pendant de nombreuses séances de travail. Il n'a pas mis aujourd'hui. Une question pour le maire de Chirins. En fait, je voulais savoir d'abord si le projet avait pu aboutir et comment les habitants s'étaient retrouvés dans ce projet. Et puis je voulais savoir, j'ai cru comprendre que vous n'étiez plus maire, si en fait il y avait un lien de cause à effet entre... Non, je commence par répondre à la fin. Non, il n'y a pas de lien de cause à effet. J'applique à moi-même ce que je souhaiterais que beaucoup d'hommes politiques fassent, c'est-à-dire me faire 2 mandats, point barre. Donc pour ça que j'ai arrêté, j'ai passé le flambeau à Christine qui a sur la suite.
Donc, non, le projet, on en avait déjà un certain nombre de décisions qui ont été prises, notamment sur la médiathèque, sur l'ancienne poste dans la fait état. Au niveau des travaux, ça a commencé à la fin du mandat, à la fin de ce mandat. C'est moi aussi, 2 minutes. Moi, j'ai plutôt expliqué comment on en est arrivé à passer une commande avec une médiation culturelle. Parce que je veux dire, pour un élu rural ou périrural, comme j'aime bien le dire, on ne sait pas ce que c'est. Donc, au départ, on a la tentation de faire passer une commande à un maître d'œuvre, faire de l'urbanisme technique, comme tu le disais, tirer les réseaux, etc. Je veux dire que j'ai été beaucoup aidé par la direction de la DDT et de la CAUE, qui m'ont dit, bon, la première chose à faire, fais un questionnaire. Le questionnaire, il a été distribué à tous les habitants de Chirène, on s'est fait à peu près 1 millier de familles, 350 réponses, ce qui est énorme. Donc là, j'ai commencé à me dire avec mon équipe, là, on ne va pas faire tout seul, les gars, la vie, on va se planter. Et puis, le hasard empire les choses. J'ai lu un vendredi les affiches, apparition des affiches, et je vois commune de Moigné-des-Tourbes, appel d'offres pour une médiation culturelle sur le cœur du village. Donc j'ai appelé le maire, Gérard Lambert, je lui ai dit qu'est-ce que c'est que cette histoire de médiation dans laquelle tu te lances pour réorganiser aussi le centre de ta commune. Donc je suis allé le voir, il m'a dit ben voilà comment ça se passe. Alors effectivement, j'ai un bureau d'études, des gens un peu bizarres, des photographes, des artistes, etc. Il m'a dit mais ça marche bien, et donc il m'a montré les résultats. Et après, on a lancé vraiment, à l'aide des résultats qu'on avait analysés, on a pu lancer un appel d'offres avec l'intitulé médiation culturelle. Parce qu'il faut se dire que quand la commande, je ne sais pas combien elle était, peut-être 90 000 euros de cet ordre-là, hein, quand il faut aller vendre, entre guillemets, aux habitants, qu'on va passer une commande de 90 000 euros avec une médiation culturelle et personne ne sait ce que ça veut dire, là, ils font, voilà, on est passé de la salive, ça fait partie de notre rôle, et leur dire que cette médiation, c'est une médiation entre les hameaux, parce que Chirène, c'est un hameau très éloigné, donc c'est une médiation, s'il faut faire entre les hameaux, parce que les gens me disaient, Gilbert, tu penses qu'au centre-ville, et puis nous, tu fais rien. Une médiation entre les générations, entre les jeunes, une médiation entre les anciens, les natifs, c'est encore valable à Chirène, 2000 habitants, c'est encore ceux qui sont natifs de la commune, comme moi, et puis ceux qui viennent d'arriver. Etc., etc. Et je leur disais, mais voilà, ça fait partie, ça fait partie aussi de la médiation. Et après, bon, sans flagornerie aucune, moi je suis reconnaissant à Olga et à Elisa d'avoir fait, comme je dis, une sorte de bouillon de culture où finalement, au bout d'un moment, les gens sont retrouvés. Et ça marche toujours, il y a toujours un lien fort qui est la fresque, qui est fait par le remarquable artiste international Gilles, une fresque qui sert toujours d'élément, qui permet de discuter quand il y a des fêtes, et puis les meubles aussi en bois qu'on a conservés. Donc c'est une aventure qui se continue, mais la réussite a été telle que les habitants me disent mais finalement pourquoi tu ne recommences pas Je dis non, ça s'était fait pour faire les projets. Il faut dire voilà. que beaucoup d'habitants continuent en fait, c'est un peu oui, ils continuent. Ouais, ce qui n'est pas le cas tout le temps. Juste 2 minutes par rapport à la question de où est-ce qu'on travaille ce type de méthode. Ça pose aussi la question plus globale de la fabrication de nos territoires et de la participation habitante dans la fabrication des territoires. Je n'ai pas l'impression qu'en ville, aujourd'hui, ça se passe bien. C'est-à-dire que malheureusement, en tout cas sur certaines villes, on est sur une logique de fabrication qui est plus confiée à des grands groupes type Bouygues, Eiffage et Vinci. Même les bailleurs sont exclus aujourd'hui des villes-centres. Par contre, ce qu'on voit, c'est que c'est bien les territoires périphériques, périurbains et ruraux qui aujourd'hui sont sur des logiques d'expérimentation. Après, dans des conditions de fragilité au niveau de cette expérimentation par rapport à leurs moyens et leur capacité d'investissement, mais pour moi, c'est vraiment aussi pas neutre que ça émerge dans ce type de situation urbaine. Et je voudrais juste recaler la commande de Chirins dans le temps urbain, parce que l'on sait que le temps urbain, c'est le temps de la planification, c'est le temps de la maîtrise d'œuvre, et c'est aussi le temps de la programmation urbaine. Et en l'occurrence, là où Chirins a été très judicieux dans sa commande, c'est qu'il a placé le travail de médiation culturelle, le travail de participation au moment de la programmation urbaine, c'est-à-dire l'étape cruciale qui aboutit non pas à la réalisation d'un espace ou d'un bâtiment, mais qui aboutit à la rédaction de cahiers des charges. Je rajouterais juste aussi un élément d'acteur pour que vous compreniez que cette concertation, elle a
susciter, on va dire, l'adhésion de la part de l'atelier participatif, susciter l'adhésion de la part des habitants au sens large, mais aussi ça a été l'occasion de faire des tours de table avec des opérateurs locaux en termes de commerce, profession médicale, des tours de table aussi au niveau des bailleurs par rapport au montage opérationnel et au portage d'acteurs. Et ce tour de table s'est fait avec les habitants. C'est-à-dire qu'on a été aussi dans une logique à un moment de transparence sur la faisabilité économique des projets, la faisabilité d'organisation, la maîtrise d'ouvrage, avec la complexité que vous connaissez certainement. Mais cette complexité, on l'a partagée avec eux parce qu'il nous semblait important pour eux qu'ils comprennent les processus de fabrication de la ville et du territoire qui les entoure et qu'ils les comprennent pour savoir à quel moment ils peuvent intervenir, à quel moment ils peuvent revendiquer des choses. Et ça, moi, j'espère qu'on en parle cet après. Je rêverais d'un lobbying de tous les gens présents dans la salle pour qu'on se mette d'accord ensemble de demander à ce que la loi MOP soit modifiée, pour demander à ce que ces expériences ne soient pas de la marge sur la production des territoires aujourd'hui, et qu'on soit vraiment dans cette logique d'usage, d'ingénierie autour de l'usage, et que ça fait partie du job. Et voilà, et c'est pas nécessairement une perte de temps, bien au contraire, surtout quand tu vois que la plupart des processus classiques sont aujourd'hui complètement plantés, si je puis me permettre. Je vais donc sans transition, je vais enchaîner sur un deuxième projet qui est tout à fait différent. La commune du Teil vient nous voir avec cette question de comment on pourrait travailler dans l'espace public en travaillant sur la liaison interquartier. On a une mission de 3 mois, on a 15 000 €, et là on commence à construire un projet, une proposition, constituer une équipe. Et puis, finalement, on dit aux élus, mais attendez, c'est pas possible, c'est pas jouable, on n'est pas des magiciens, on ne peut pas aller travailler sur la question du lien interquartier, on n'y arrivera pas dans une mission aussi courte. On était à 1 an et demi des élections municipales, ça c'est important aussi, parce que les calendriers électoraux jouent beaucoup dans nos processus, évidemment. Et finalement, on s'est dit, mais pourquoi la commune nous demande ça? Alors on a été discuté, on a pris beaucoup de temps avec le maire, on a passé 2 grandes sessions de réunions avec le maire et ses adjoints. Et puis finalement, sorti de ces réunions, on s'est dit mais la question de départ n'est pas la bonne. On s'est rendu compte qu'il y avait en fait, derrière cette commande-là, il y avait une grosse problématique, un vrai souci des élus de s'approprier le territoire du Teil, de s'approprier cette question des quartiers, et finalement de partager entre eux, entre services, entre élus, vraiment un système de représentation pour leur commune, pour savoir comment intervenir. Ce serait quoi l'idée forte pour intervenir dans leur commune sur ce sujet? Et donc on a complètement changé la commande en cours de route. On leur a proposé de faire complètement autre chose. Plutôt que de faire une résidence dans la ville, on voudrait faire une résidence chez vous dans la mairie. Et donc on leur a proposé ce qu'on a appelé un portrait de mairie. En fait, l'idée c'était de se dire, pour élaborer une commande qui aura du sens pour le Teil, l'idée c'est vraiment de comprendre ensemble, avec les services, comment fonctionne la mairie, comment ils se projettent, comment les services et les élus se projettent. Ce portrait de mairie est constitué en trois grands axes en fait. La première chose, c'était de mener des ateliers créatifs avec tous les services, 130 agents, tous les élus, et on a vu donc tous les services, donc service espace vert, service bâtiment, service comptabilité, service culturel, service CCAS, service urbanisme. On a vu absolument tous les services en atelier de travail, je vous en reparlerai tout à l'heure. En parallèle de ces rencontres que je faisais notamment avec Caroline, à chaque fois les services étaient accompagnés de leur élu référent, bien sûr. En parallèle de ça, on avait 2 photographes qui partaient en reportage dans les services et sur le terrain pour regarder les services travailler, faire un feedback vraiment de leur travail pour eux-mêmes, pour leurs collègues services et pour nous, bien sûr, pour comprendre aussi leur fonctionnement. Et tous les jours, tous les matins, ils avaient la surprise dans le hall de la commune, de la mairie, de voir afficher en grand format, on verra tout à l'heure, des grands tirages photographiques les représentants. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que c'était pas dans le sens de leur leur passer la brosse à reluire. On n'était pas sur un retour d'image, de l'ordre vraiment de la séduction. C'était pas ça l'idée. L'idée, c'était surtout qu'on s'est aperçu que les services ne se connaissaient pas entre eux. Donc, quand on leur a demandé de dessiner l'organigramme, il n'y a pas 2 services qui ont fait le même organigramme de la municipalité quand même. Parce que quand même, c'est des choses qui sont assez symboliques et assez révélatrices. Et donc,
Donc de se voir représenté, de se voir sentir une place déjà, de se voir affiché dans le hall de la mairie, et de voir les autres services en travail. Plusieurs se sont aperçus du travail que faisaient les autres, et ont pu aussi ressentir, enfin peut-être certainement, une place qu'on leur donnait vraiment aussi à eux, en les montrant. Et puis la troisième chose, c'était de créer un hall café. L'idée, c'était encore une fois toujours, tout ça se prétexte vraiment à faire se rencontrer les élus entre eux, les élus avec les services et les services entre eux. Et tout ça, bien sûr, en toute bonne entente et bienveillance du DGS, parce que là, vous imaginez bien qu'on était quand même un peu sur ses plates-bandes au directeur général des services. Donc, on a vraiment travaillé main dans la main avec lui, avec le maire et avec les adjoints. Voilà, là, ils dessinent un organigramme, on leur demande de faire un organigramme de façon complètement spontanée, et là, on les interroge sur la mairie aujourd'hui, les besoins, fonctionnement municipal, la commune aujourd'hui, en plusieurs mots, enfin je ne détaille pas, et puis dans 20 ans, comment ils imagineraient ça, en 3 mots aussi. Donc on est vraiment sur des choses très simples, on a très peu de temps, on a des moyens limités, donc on n'est pas, je ne suis pas en train de dire qu'on fait de la magie, on est sur des dispositifs qui mettent en route quelque chose, c'est-à-dire une matière qui s'est collectée finalement en 5 jours, mais qui a été extrêmement dense. Et tout ça, ce qu'on a entendu avec les élus, et là où ils ont vraiment fait confiance aussi, et ils ont fait confiance au service, tout ça a été restitué entièrement devant les 130 agents de service. Mais du coup, ça va mieux en se le disant finalement. Et finalement, ça ne pointe pas une responsabilité d'un côté ou de l'autre. Ça veut dire qu'on a envie de travailler mieux ensemble. Et c'est ça qui est important. Dans un deuxième temps, la commune, alors je vais aller vite, mais la commune nous a proposé, parce que sorti de ce portrait de mairie, on a dit bon bah so what, qu'est-ce qui se passe, maintenant on est prêt à aller dans l'espace public, mais il faudrait qu'on puisse aller sur un projet bien défini. Et puis là, à ce moment-là, la commune nous a fait part de la démolition d'un îlot de 1000 m², on va parler de ça maintenant, dans le quartier Kléber, qui est un quartier très populaire, très multiculturel et aussi très pauvre, du plein cœur de centre historique du Teil, donc qui est un quartier avec tout un patrimoine médiéval et renaissance qui est complètement décati, qui est en train de se retaper petit à petit et qui est quand même très, très insalubre aussi. Et nous a fait part de son envie de tout un projet de rénovation urbaine. Il se trouve que la commune, là, pour la petite histoire, vient d'être éligible sur l'ANRU, sur la politique de la ville, sur l'ANRU. Ce qui est quand même un gros morceau pour une petite commune de 8000 habitants, c'est pas une très grande commune, mais qui est vraiment, j'ai pas du tout situé le Teil, effectivement, excusez-moi, je n'ai pas contextualisé. Le Teil, 8000 habitants, situé juste à côté de Montélimar, mais côté Ardèche. Donc on est vraiment dans la grande agglomération de Montélimar, et c'est une ville de passage. On est un peu sur une problématique similaire à Chirins, avec une ville vraiment saignée par une route qui est, je ne sais pas si vous avez déjà traversé le Teil, qui est vraiment, oui, saignée c'est un mot un peu fort, mais c'est vrai, par des centaines et des centaines de poids lourds énormes qui traversent la ville. Donc avec aussi une grosse problématique de piétons, de vie sociale, même de pollution, et puis de contournement, qui est aussi là en train d'arriver dans 3 ans. On a mené tout un travail de diagnostic pendant une semaine d'immersion. Donc encore une fois, dans la méthode, ce principe de résidence, quand les communes sont un peu loin, quand on a besoin d'une intensité de travail, on peut aussi intervenir de façon très regroupée, très resserrée sur 2-3 jours, une semaine, etc. Ce qui permet vraiment d'être dans l'intensité du moment, de rencontrer du monde, de générer tout un tas de choses intéressantes. Alors, on a rencontré beaucoup d'habitants dans le quartier, on a fait des réunions avec les élus, les habitants, on a fait tout un temps de débrief là, avec toute l'équipe municipale et des agents en cours de route. Ça, c'est des portraits d'habitants du quartier. Il s'agissait surtout pas, c'était absolument pas un diagnostic urbain dans le sens premier du terme, c'était pas du tout notre mission. Donc on l'a appelé portrait d'un quartier en mutation. Ombre et lumière du quartier Kléber, c'était pour dire qu'on est dans un quartier qui est à la fois très pauvre, délabré, où les gens se plaignent beaucoup de beaucoup de choses, notamment de l'insalubrité, de certaines violences sociales aussi qu'il y a eu par le passé, des confrontations parfois intercommunautaires aussi assez dures, mais aussi lumière, parce que c'est un quartier qui est extrêmement attachant. Là, ça fait 3 ans qu'on y est, on n'arrive plus à en partir. Le côté multiculturel du quartier est absolument riche et très très intéressant. Beaucoup de gens qui ont beaucoup d'histoires différentes. Le Teil, c'est une commune qui a été une commune très fortement ouvrière,
avec les usines Lafarge, avec le fret SNCF. Donc c'est aussi ce terreau-là qui existe au Teil, d'où le fait qu'il y a beaucoup d'associations. Donc une ville très éparse au niveau urbain, très éparpillée, très mal foutue au niveau urbain. C'est pour ça que les élus là aujourd'hui prennent vraiment les choses à bras le corps. Mais en même temps, une ancienne vie sociale qui se sent encore très fort en fait dans le tissu humain. Et on le retrouve beaucoup dans la rue Kléber, qui était avant vraiment historiquement le centre aussi de l'activité névralgique du Teil. Donc ce portrait de quartier, on l'a finalisé, et comme toujours dans nos méthodes, on rend la matière à ceux qui nous l'ont donné, bien sûr. Donc sur une petite place qui s'appelle la place de la Renaissance, on a essayé graphiquement avec différents outils, de rendre tout ce qu'on avait entendu des habitants dans le cadre d'un apéro bilan. Voilà. Sur cette petite place, ça a duré une matinée avec une inauguration officielle, à savoir qu'à chaque fois qu'on a fait des actions, les élus sont venus vraiment en force parce qu'ils étaient très intéressés par ces démarches. Et je pense que ça a beaucoup porté. Donc on a ressorti le grand cahier dont on parlait tout à l'heure, qui permet de vraiment dresser un panorama du quartier, de revisiter le quartier, d'en parler, de visiter les photographies. Voilà. Et puis, donc vous voyez, c'est une histoire à rebondissement en fait. Le Teil, on rebondit d'une résidence à l'autre et d'un projet à l'autre. C'est vraiment de l'incrémentation au quotidien. Mais c'est très intéressant parce qu'on est dans du vivant, de la relation avec le maître d'ouvrage, avec les habitants, avec une population, mais aussi dans le vivant d'une méthode et d'un projet, d'une précision de projet qui se fait assez finement du coup et vraiment sur mesure. Et ça, pour nous, c'est extrêmement riche. Je pense que pour la commune, je ne peux pas en témoigner à leur place, mais je pense qu'ils en sont aussi très, très contents. La dernière mission qu'on est en train de finir là en décembre 2015, cette dernière mission, c'est la concertation sur cet îlot donc pour aller vite, c'est la revitalisation de cette future rénovation urbaine du quartier Kléber. Et donc dans ce quartier extrêmement urbain, en pierre, ce quartier très minéral, avec au tissu urbain très resserré, médiéval, on a eu l'idée de très simplement ensemencer un peu le quartier avec tout un tas de petits pots bleus qu'on avait récupérés, qu'on a peints avec les écoles et qu'on a ensemencé avec une association qui fait du jardinage solidaire qui s'appelle le Terreau, avec le centre social aussi qui nous a beaucoup aidés, et puis avec tout un tas d'habitants. Et ces petits pots, on les a disséminés un peu partout. L'idée, c'est pas de faire de la déco. Là, l'idée, c'était vraiment le prétexte aussi de jardiner ensemble. Qu'est-ce que ça met en route comme lien ? Comment on se rencontre à ce moment-là ? Comment on arrive à rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans des réunions de quartier, par exemple ? Pendant ce travail de jardinage, on a commencé à travailler sur ce fameux îlot qu'on voit là, 1000 m², qui allait être démoli. Et donc, qui a été démoli juste après le portrait de quartier. Donc, on a accompagné aussi la démolition de l'îlot. Donc, on l'a accompagné par des dispositifs de médiation. On a fait des apéros quartier où on avait 50 personnes. Parce qu'une démolition, c'est fort dans un quartier, ça secoue. C'est très impressionnant. On a demandé à l'architecte et à l'entreprise de chantier de venir aussi sur ces apéros pour raconter la méthode de travail, qu'est-ce qu'on voyait apparaître, qu'est-ce que ça racontait aussi l'histoire des bâtiments, etc. Donc c'était vraiment intéressant parce que pour une fois, une démolition ne se passait pas uniquement derrière des palissades, mais elle était vraiment à cœur ouvert, elle était partagée avec tout le monde. Et puis ça a libéré une sacrée parole, parce qu'une démolition comme ça secoue. Enfin, ça secoue, d'abord physiquement, ça secoue, mais ça secoue aussi mentalement, enfin, je veux dire, ça, sensiblement, émotionnellement, ça secoue beaucoup les gens. Ils voient tout d'un coup disparaître quelque chose qui était dans leur quotidien, et parfois dans lesquels ils ont vécu, pour certains. Voilà, la place après. Donc la place, puisqu'apparaît une place, en quelque sorte, juste après la démolition. Donc on est quand même sur quelque chose qui est vraiment une dent creuse, assez dure quand même. C'est vraiment de l'ordre de la friche. Voilà, on est en plein. Et la friche pousse. Et à ce moment-là, Alexandre revient sur le terrain et fait un travail d'état des lieux avec un botaniste amateur éclairé à la retraite qu'on découvre dans la rue Kléber, qui habite dans la rue Kléber. Donc, tous les deux font un travail d'inventaire. Voilà. Et puis là, on a proposé à la commune, à partir de cette place, donc on attaque la concertation, donc on s'entend avec la commune sur tout un projet de concertation, à partir desquels on pose des invariants, c'est-à-dire on s'entend avec la municipalité pour dire c'est pas une carte blanche sur laquelle on part parce que c'est bien trop insécurisant pour les élus de dire on va aller concerter sur le terrain dans le quartier et puis on verra bien ce qui sort comme projet, s'il y a du logement, s'il y a de la place publique, des toboggans, je sais quoi, une piscine municipale ou autre. Évidemment, la commune a besoin d'être rassurée là-dessus parce que c'est un gros projet, c'est une commune qui n'a pas beaucoup d'argent non plus, donc il y a aussi des contraintes budgétaires importantes, il faut l'entendre. Et du coup là, l'idée c'est de dire en termes d'invariants, on part du principe que, au vu de tout le contexte du Teil, du manque d'espace public, et notamment aussi de ce quartier
qui a été un quartier populaire très vivant, qui est en train de s'encrouter et devenir vraiment dur, qui a une mauvaise réputation en plus dans le Teil, il faut qu'il y ait de la place publique. Donc on part de cet invariant, cet espace sera une place publique. Donc dans le cadre de notre mission, on propose à la commune un truc un peu flou. On leur propose de construire la place publique, avec, de faire un prototypage, plus qu'un prototypage, même c'est vraiment là de l'ordre de... Et si on réalisait une place publique à vraiment un moindre frais, avec très peu de moyens. Et donc la commune nous a dit banco, on y va. Alors évidemment, avec les moyens qu'on a. Là, on est au printemps 2015, on est même à l'été 2015, juin 2015. À partir d'une proposition réalisée avec les habitants, avec Adélaïde et Jean-Pierre et Alexandre, qui nous dessinent un projet d'espace public en 3 terrasses. Et donc on le réalise avec les services techniques. Puis Alexandre, avec des habitants et l'équipe, vous imaginez, on s'attaque quand même à 1000 mètres carrés avec nos petits bras. C'est-à-dire que là, c'est pas une équipe de maîtrise d'œuvre qui arrive, c'est pas une équipe de travaux, c'est pas une entreprise, c'est nous, avec les habitants et les services techniques. Il faut quand même se remettre dans ce contexte-là, c'est important, parce que le résultat est modeste, mais vu les enjeux, je trouve que c'est quand même, on arrive quand même à quelque chose qui tient quand même la route par rapport à ce que ça a été, complètement enfriché au lendemain de la démolition. Donc là, Alexandre nous propose de faire tout un travail de rangement de cailloux, c'est-à-dire de se servir vraiment des matériaux de la démolition pour créer des bordurages, pour créer des passages et commencer un travail de structuration de l'espace. Les grumes sont découpées, les grumes de peuplier que vous avez vues avant, elles ont été découpées par le menuisier des services techniques et elles ont été récupérées sur un autre chantier par Ganaël d'Espace Vert. Donc récup, peu de moyens, on fait avec ce qu'on a. Là, on voit l'aménagement tel qu'il a abouti, grâce notamment à l'aide de Juliette et Arthur qui sont là, qui sont les 2 constructeurs artistes associés et qui nous ont aidés pendant tout un chantier fin août, avec les habitants, avec un groupe de jeunes accompagnés d'éducateurs, de 2 éducateurs, qui nous ont aidés à mettre en place, et bien sûr les services espaces verts, tout cet aménagement où on voit, alors c'est assez ingrat parce que là pour l'instant on voit vraiment le début de la pousse du végétal. Là, les espaces verts sont réintervenus il y a une semaine, on plantait des arbres, de nouveaux arbres, parce qu'on a laissé planter les arbres, on a laissé pousser bien sûr les arbres qui poussaient naturellement, et on a planté quelques autres, de façon à vraiment arriver à un résultat de place publique, en tout cas place publique qui est en devenir, parce que tout ça, ça va être beau dans 2 ans, évidemment. On est arrivé dans les ateliers, avec Jean-Pierre notamment, à dessiner, donc ça c'est un dessin, un esquisse de Jean-Pierre, à dessiner une future place publique possible, qui inclurait donc un petit bassin avec un système de découpe d'espace et d'espace intime qui garde vraiment le sens premier de la place publique, mais aussi en fond d'espace, parce qu'on a une vraie problématique, vous avez vu, le fond de scène de la place est quand même très dur et très frontal, on l'occupe par de l'habitat participatif. C'est pas n'importe quel logement, ça serait de l'habitat participatif réalisé avec le bailleur social ardéchois, éventuellement. Donc ma question, si j'ai bien compris ce que tu as dit dans l'histoire que tu as racontée, que j'ai beaucoup appréciée, c'est que la première question des élus du Teil, c'était le manque de travailler sur le manque de liaison entre quartiers, de liaison sociale, spatiale entre quartiers. Est-ce que tu sais où en est maintenant cette question-là? Est-ce qu'elle est définitivement enterrée parce que non pertinente? Est-ce qu'elle va rebondir d'une autre manière? Très rapidement, en fait, avec l'ANRU qui est en train d'arriver là, sur le Teil, avec aussi une nouvelle direction du service culturel qui va aussi apporter de la ressource aussi sur le Teil, et avec donc un chef de projet ANRU qui va équiper la commune. L'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine, c'est ce qui permet d'avoir des fonds sur la question de la rénovation urbaine, et notamment pour aller vite. Et donc, avec l'ANRU, la commune a décidé vraiment là de s'atteler à toute la rénovation du centre-bourg qui va impacter de nombreux quartiers. Donc, et avec maintenant, de façon très affirmée, cette volonté de continuer une démarche participative très forte dans la méthodologie de l'ANRU, ce qui va être vraiment passionnant à suivre au Teil, s'ils vont jusqu'au bout de ça. Avec qui ils vont le faire, je ne sais pas, ce sera peut-être avec nous, ce sera peut-être avec d'autres. En tout cas, cette démarche, elle est partie pour 5 ans là-dessus, sur une démarche ANRU très participative et aussi très culturelle. Le premier projet que vous avez présenté au Teil sur le portrait d'une mairie, moi j'ai eu l'impression que vous nous reparliez, vous réinventiez le dispositif local d'accompagnement pour la collectivité territoriale. Il y a peut-être une niche d'activité, il y a peut-être un créneau là-dessus.
Et d'autre part, la deuxième chose, c'est ils sont magnifiques ces projets. Moi, j'ai encore envie de continuer à rêver. Donc, dites-nous juste, et là je parle en tant qu'élu, j'ai entendu quelques partenaires qui ont été cités par Monsieur Gilbert de Chirins. Quels sont les partenaires? Qui on peut solliciter? Qui peut venir, enfin voilà, comment, parce que 900 habitants, la commune, donc vous parliez de 90 000 € pour 2000, je vous laisse imaginer quand on démultiplie par le nombre d'habitants, il faut faire passer la pilule et du coup il faut vraiment que ça soit entendu comme un territoire de projet avec des partenaires, donc à qui on peut demander? Concernant le TEI, la commune, et comme à chaque fois qu'on intervient, hein, quand on est dans le cadre d'une commande, la commune intervient avec l'aide des financeurs et souvent nous on aide même les collectivités à aller chercher ces financements parce qu'elles ne les connaissent pas toujours ou elles n'ont pas l'habitude d'aller les solliciter, notamment je pense à la DRAC sur certains projets, je pense à la région Rhône-Alpes. Alors quid de l'avenir pour la région? Je ne sais pas que vont devenir les fonds à l'éducation populaire, à la démocratie participative. Voilà, je ne suis pas très rassurée et je pense que pour tous ces projets, ça va être extrêmement dur, hein, même si on est dans une vraie joie là, de se rencontrer, d'être dans l'enthousiasme de monter ces projets. Voilà, comment ces projets vont perdurer aussi avec les financements. On a aussi évidemment des aides départementales. Hein, les départements sont aussi des vrais cofinanceurs. Et puis ensuite, il y a la Fondation de France, il y a les fondations, Fondation Abbé Pierre, Fondation de France qui a beaucoup aidé sur le TEI et qui va continuer d'aider. Hein, ils sont complètement partants pour continuer de suivre. Voilà, essentiellement, les levées de fonds qui peuvent être faites, il y en a certainement beaucoup d'autres. C'est un gros boulot aussi d'aller chercher des fonds avec la commune. Pour nous aussi structure, parce qu'on est un peu au four et au moulin, c'est pas toujours simple. Par contre, c'est très intéressant, on l'a fait avec des élus qui sont d'ailleurs dans la salle, d'aller chercher des fonds ensemble entre prestataires, entre guillemets, parce qu'on est finalement un prestataire de la commune, et collectivités. Les financeurs n'ont pas... Benoît Guimond, d'ailleurs, voilà, tu nous disais, à chaque fois qu'on est venu dans ton bureau avec un élu, que tu appréciais aussi de voir le maître d'ouvrage, le porteur de projet, et pas seulement l'acteur culturel, entre guillemets, que nous sommes, venir chercher des fonds pour financer nos propres projets, en quelque sorte. Voilà. Donc, en tout cas, il va falloir effectivement, là, activer des levées de fonds importantes sur des futurs projets. Je laisse peut-être le maire répondre très rapidement sur les financements. Là, sur la question. Ouais, mais mieux, je dirais que les financements, c'est avoir la chance, comme moi, d'avoir eu des interlocuteurs qui veulent vraiment vous donner envie de faire. Moi, j'ai la chance de connaître Pierre Janin, qui était directeur d'urbanisme de la DDT à Grenoble. Quand il a découvert le projet que nous avions envie de faire au Cœur Village, il a dit, bon voilà, on va vous épauler, on va vous bâtir le cahier des charges, etc. Il est vraiment donné envie. Et l'autre élément, c'est la CAE, le cabinet d'architectes et d'urbanisme de la région de Grenoble. Et le troisième auquel il faut passer, c'est votre intercommunalité. Le Pays Voironnais m'a dit, si on valide ton projet, enfin votre projet, on va le considérer comme un aménagement structurant pour le Pays Voironnais. Et à minima, on financera les réseaux. Alors c'est un financement après coup, mais en tout cas, vraiment c'est important d'être épaulé. Plus que par l'argent, c'est vrai qu'on peut demander au conseil départemental, la DETR il finance quasiment plus rien, mais je pense que c'est d'avoir des collectivités, 2 ou 3 que j'ai citées, qui vous poussent à faire. Pour moi c'est important. Et dernière réponse pour mon collègue tout à l'heure, complément, ce qui a été fait pour Chirins, ça a été mis dans les orientations d'aménagement du PLU que nous étions en train de réviser, et le Pays Voironnais aussi qu'il a adopté au niveau du Pays Voironnais comme un aménagement structurant. Ouais. Oui, absolument. Et j'ajouterais du coup, ça va avec la question quand même, l'accompagnement technique dont effectivement on parle Gilbert et que voilà, tu fais très bien de souligner. Sur chaque projet, nous on a un comité de pilotage qui nous accompagne, qui est composé des élus, des différents services de la municipalité, mais aussi, là en l'occurrence, communauté de communes, centre social, département, service social du département, aussi service aménagement, etc. DDT, c'était le cas effectivement sur Chirins. Donc c'est important aussi, à mon avis, que la démarche elle s'ouvre et qu'il y ait des témoins extérieurs qui puissent venir accompagner la démarche et voire même parfois l'accompagner réellement concrètement avec des aides qui ne sont pas seulement financières mais qui peuvent être aussi des aides vraiment dispositives, des aides techniques importantes. La question que j'avais c'était, Stéphane nous l'a dit tout à l'heure sur les ateliers, finalement c'est quand même les élus qui ont le dernier mot.
Et sur les exemples de Chirins et du Teil, quelle était justement cette place qui était laissée aux habitants et quel pouvoir leur était donné, parce qu'au final, c'est une question peut-être la plus importante, qui est celle de quelle appropriation on offre aux habitants dans les projets d'aménagement de leurs espaces de vie. C'est des choses qui ont fluctué dans le temps par rapport au fait que déjà l'atelier participatif était constitué avant qu'on arrive, que beaucoup de personnes pensaient qu'au départ le projet était déjà dessiné. Donc en fait il y a aussi une déconstruction à faire avec les habitants sur le fait qu'on leur laisse la main. C'est quelque chose qui n'est pas nécessairement confortable non plus pour eux. Et nous, ça nous demande de nous ajuster aussi pour transmettre la complexité dont je parlais tout à l'heure. Au niveau des instances, donc, il y avait l'atelier participatif. Après, il y avait des groupes de travail thématiques qui sont ouverts à d'autres personnes. Et le comité de pilotage dont on parlait tout à l'heure avec les instances, on va dire, du territoire. Et à un moment donné, dans le processus, on avait fait le choix de fusionner l'atelier participatif et le comité de pilotage. Donc en fait, au même niveau étaient présents dans la salle et dans l'espace de décision les membres de l'atelier participatif, les élus de la commune, le Pays Voironnais, enfin voilà, tous les acteurs dont vous avez parlé. C'est-à-dire qu'on les a séparés à un moment donné pour qu'ils aient leur propre espace d'expression, et à un moment donné on les a fusionnés. Alors, pour vous dire aussi que c'était pour faire des économies, parce qu'il y a un moment où c'est aussi des choses qui sont très lourdes à porter, mais il nous semblait important que ces deux instances fusionnent à partir du moment où on avait détecté un consensus aussi par rapport aux principaux éléments du projet. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui se serait passé si au cours de route il y avait eu un gros clash décisionnel par rapport au contenu du projet. Ça, on verra une autre fois. Du coup, je réponds à ta question, merci Olga, sur Chirins, mais je réponds sur le Teil. Sur le Teil, on est quand même parti de très loin en matière de participation des habitants. Il y avait beaucoup de méfiance à l'égard de la démarche, etc. Et finalement, il y a eu quand même vraiment une levée de participation très forte. Il y a un vrai enthousiasme qui s'est généré, mais qui s'est monté petit à petit. Et finalement, qui n'a pas du tout été spectaculaire, parce que ce que je voudrais dire aussi, c'est que parfois dans les images qu'on peut montrer, il y a un effet de séduction qui est quand même assez fort. C'est jamais spectaculaire en fait. Là, ce qu'on montre, c'est des processus de 2 ans pour arriver à une action. On voit du monde sur une place, parfois c'est 6 mois de travail, d'ateliers, etc. Bref, pour dire que par exemple sur le Teil, il y a 5 habitants qui ont décidé, qui sont en plus des gens qui viennent d'origines sociales et culturelles complètement différentes. Et c'est vraiment, pour nous, c'est la meilleure nouvelle de quelque part du travail qu'on a fait. Que ces 5 habitants aient décidé de monter un comité de quartier pour apporter une veille et un entretien pour le jardinage de la place Garibaldi. Il va y avoir du jardinage participatif pour entretenir la place, mais entretenir, c'est créer des actions, c'est se rencontrer avec les espaces verts. Donc c'est-à-dire que les habitants vont travailler avec les services techniques, c'est quand même assez aussi inédit. Que deuxièmement, ils vont travailler sur la veille du quartier, ils vont travailler sur le projet en rue, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment s'impliquer sur le projet de la ville, sur le projet du centre-ville, au-delà de leur quartier. Ça veut dire qu'on est vraiment, ça, Pauline, elle va en parler, dans une montée en politique des citoyens, qui est aussi très importante, et qui est une montée vraiment en politique au sens large, au sens vraiment d'organiser la cité, de prendre sa part. Donc ça, c'est un groupe qui reste, comme à Chirins, ça reste. Et ces groupes d'habitants ne s'arrêtent pas avec la concertation.